Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 24, on parle d'entraide locale et internationale. Bienvenue à Studio Libre. Être volontaire, c'est une belle caractéristique. Ma prochaine invitée a poussé un peu la chose et elle est allée jusqu'au Honduras volontairement. On lui parle. Gabrielle Giroux est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et comme je disais, c'est quand même un beau périple d'aller au Honduras pour exercer un métier. On va en parler un petit peu plus tard. Et à la base, par contre, ça prend quand même une certaine ouverture d'esprit pour dire, bon, ben, je m'embarque dans un projet comme ça, que ce soit un mois ou un an ou peu importe. Il faut quand même avoir le désir d'aider. Ça vient d'où, ça? Moi, je viens d'un petit village, Currin, près d'Hawkesbury. OK. Donc, j'ai tout le temps voulu en connaître plus. Je suis arrivée à Ottawa, wow, c'est grand. Après ça, j'ai vécu 6 mois au Mexique. Là, j'ai voulu aller faire une maîtrise en santé publique en Europe. Donc, j'ai toujours eu la piqûre pour le voyage. Oui, j'avoue. Et la piqûre du globe-trotter, ça, je pense que tu l'as pas mal. Oui. Mais on débarque pas comme ça en voulant aider, en se prenant un billet d'avion le matin. Et disant, moi, je m'en vais là, je m'en vais au Honduras et rendu là-bas. Bon, bonjour, je m'en viens vous aider. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut un encadrement, par exemple. Exactement. Donc, moi, j'ai gradué de santé publique, comme j'ai mentionné, et puis je cherchais des postes et je connaissais l'espagnol et j'ai vu un poste justement à Tegucigalpa, la capitale du Honduras, avec Oxfam Québec. OK. Et puis, c'est cadré. Le poste était conseillère en santé sexuelle et reproductive. Il y a d'autres postes, mais ça s'alignait vraiment avec mon expérience et puis mes valeurs. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Et comme ça, Oxfam, ben, ils ont trouvé un chauffeur, un logement. Donc, il y a quand même cet encadrement-là Oui. qui assure une certaine sécurité. Parce que Honduras, tu sais, c'est pas non plus des vacances à la plage. Tu t'en vas vivre là un an. Donc, ça prend une certaine préparation. C'est quand même un pays, j'imagine l'Amérique latine, ça brasse un peu aussi, là, peut-être pas autant que le Venezuela ou le Brésil, mais il y a quand même une certaine sécurité à avoir, là. Certainement, surtout dans la capitale. C'est sûr que n'importe où tu vas, il y a des zones spécifiques qui sont un peu plus... où il faut faire plus attention que d'autres. Donc, moi, j'ai eu la chance de voyager à travers l'Honduras pour mon travail, faire des ateliers un peu partout. La capitale, par contre, tu sais, on peut pas au marché où on veut, par exemple. Je prends un Uber pour me déplacer. Mais l'expérience était quand même géniale quand tu justement prends tes précautions. Donc, si tu t'en vas, c'est où est-ce que tu t'en vas, quelles précautions à prendre. Et puis, si tu le fais, tu peux avoir un très bon moment, rencontrer des personnes merveilleuses. Oui. Le choc culturel, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays, même en Europe, là, on pense que c'est pareil, c'est pas la même chose. Mais quand on débarque au Honduras, c'est quoi le choc culturel qu'on peut avoir? Moi, je me souviens, le chauffeur est venu me chercher à l'aéroport, puis sur l'autoroute, je vois des gens debout sur les boîtes à pick-up. Dans les boîtes de pick-up, debout, un peu comme un autobus. C'est ça, puis j'ai dit, ouais, on n'est plus au Canada. Tu vois aussi des fois des vaches sur la rue, tu dis, ouais, non, c'est plus le Canada. Et pour eux, c'est totalement normal. C'est comme, bon, la vache est là. Bon. Ben ouais, j'en ai vu plusieurs. J'ai eu du trafic de vaches quelques fois. Et là, tu dis, tu arrives avec un bagage en santé reproductive et sexuelle. C'est pas un sujet qui est quand même ici au Canada, on débarque pas avec nos gros sabots pour dire je m'en viens vous éduquer comme ça. Il y a de la résistance, mais j'imagine là-bas, il doit y avoir quand même beaucoup plus de résistance. Là-bas, il y a beaucoup de résistance. Justement, le gouvernement avait essayé d'adopter un curriculum dans les écoles, puis un mouvement justement qui est venu empêcher ça. La religion a un grand impact, puis aussi c'est très tabou. Mais après, justement, ce tabou-là est en lien aussi avec la violence contre les femmes. L'Honduras, c'est aussi un des pays où il y a le plus de grossesse chez les jeunes filles et adolescentes, soit à cause du manque d'éducation ou parfois de l'abus aussi. Et là-bas, c'est criminalisé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir prévenir justement ces grossesses-là, et ça se fait avec l'éducation sexuelle et reproductive. Puis, dans le curriculum, il faut avoir une approche ouverte. Il faut y aller doucement.
Ouais. Et parler des relations saines aussi. Donc, c'est pas juste l'aspect biologique qu'on va parler. On va parler des relations saines, la confiance en soi, le consentement. Donc, c'est des petits sujets. Puis, on le fait avec des activités lucratives aussi pour que tout le monde puisse s'amuser en faisant ces activités-là. Et vraiment, moi, je le conseille pour tous les bénévoles qui veulent faire n'importe quel mandat. C'est pas d'arriver pour enseigner. Plutôt avoir une mentalité collaborative parce que peut-être que moi, j'ai mon expérience canadienne, aussi mon bac, puis ma maîtrise, mais eux, ils ont l'expérience locale. Ce sont des experts aussi. Et il faut justement, quand j'arrive, je leur dis, je suis pas meilleure que vous, on va collaborer ensemble, puis on va voir ce qui en sort. Oui. Et j'imagine que quand on arrive là-bas, les gens, on est différents, donc il doit y avoir une certaine peur, je sais pas, une certaine appréhension envers nous. Ça dépend. Tu vois, moi, je parle espagnol, fait que ça m'aide. Oui, déjà là. Puis, les gens au Honduras adorent le Canada. Ah oui? Ah ouais, même moi, tu sais, on connaît la pénurie d'emploi en ce moment au Canada. Oui, oui, Une oui. fois que je suis arrivée au Honduras, mon Instagram me disait « Êtes-vous éligible à travailler au Canada? » Mon algorithme essayait de me pousser vers le Canada. Et donc, les gens, je suis blanche, ils me disent « Ah, est-ce que tu es américaine ou... Là, je disais « Je suis canadienne. » « Ah, le Canada, parle-moi du Canada. Je leur disais « Il fait froid. » C'est exotique pour eux, le Canada, comme l'Honduras l'est pour nous. C'est de rapprocher les deux cultures. Comment est-ce qu'on peut rapprocher ces deux cultures-là qui semblent quand même relativement différentes à la base? C'est vraiment d'y aller avec une ouverture d'esprit, puis de ne pas avoir ce sentiment qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. On peut penser que oui, on peut dire, wow, l'infrastructure, par exemple, peut-être l'infrastructure me manquait, l'infrastructure canadienne. Parce que, par exemple, surtout à Tegucigalpa, on ne peut pas marcher dans les rues. Ah non? C'est sûr qu'il y a Non. L'infrastructure n'est pas très bonne. Puis pour niveau de sécurité aussi, la plupart des gens conduisent. Donc, vraiment, ça me manquait cet aspect de marcher. Mais il faut regarder le beau côté. OK, qu'est-ce qu'il y a au Honduras? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des beaux parcs. Il y a vraiment des beaux parcs. La nature là-bas, c'est incroyable. Donc, vraiment, aller voir le beau côté de l'autre culture et puis montrer notre beau côté aussi. Je trouve qu'il y a des fois cette tendance à romantiser aussi le Canada, puis nous peut-être romantiser les autres pays. Puis c'est vraiment aller avec une approche de non, en fait, les deux ont leur bon et leur contre. Puis moi, il y a des choses qu'en allant dans d'autres pays, j'ai dit oh wow, je préfère ça que du Canada. Puis il y a d'autres moments, je suis comme wow, Ottawa ou Montréal me manque. On parle de romancer un peu le Canada. Qu'est-ce que eux voient du Canada, leur image du Canada? Parce que souvent, les Sud-Américains vont dire que le Canada ou les États-Unis, c'est comme un peu la panacée, c'est le rêve américain. Est-ce qu'ils ont encore cette idée-là, cette conception-là du Canada? Je peux pas parler pour tous, mais j'ai quand même reçu beaucoup de commentaires de gens qui voulaient aller travailler au Canada. Et puis là, je leur disais, vous connaissez la situation d'immigration a changé, le contexte laboral aussi. Donc, j'essaie de descendre les attentes. Descendre les attentes, puis aussi d'être réaliste avec eux, mais sans non plus péter leur ballon parce que je peux pas faire les décisions pour eux. Mais oui, j'ai quand même remarqué cette volonté d'aller au Canada pour améliorer les conditions de vie aussi, parce que, par exemple, Tegucigalpa, encore une fois, je ne peux pas parler pour toutes les régions du Honduras, parce qu'il y a des régions encore plus sécuritaires que d'autres. Tegucigalpa, c'est quand même pas l'une des régions les plus sécuritaires, donc il y a quand même cette volonté-là d'aller dans un endroit plus sécuritaire, que ce soit au Canada, en Europe, ou, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont migrer. Il y a beaucoup aussi de familles où là, ça se peut que ça allait changer avec la politique de Trump, là, où les hommes allaient travailler aux États-Unis. Oui. Là, tu vois, les familles comme longue distance un peu. Donc, il y a beaucoup ce contexte-là pour l'économie du pays aussi. Quand on arrive avec des nouvelles pensées comme ça, là, il faut quand même faire un état de la chose. On parlait de jeunes filles qui tombent enceintes. Ça peut aller quand même aussi très bas, là. À quel âge est-ce que... biologiquement, on sait que, autour de 10 ans, mais ça peut aller même plus bas. Ça peut aller plus bas. Bon, c'est sûr qu'en général, c'est
la moyenne peut-être vers 10 ans, 11 Mhm. ans. Mais il y a des jeunes filles qui vont avoir leur première règle vers 8 ans. Et donc, elles peuvent tomber. Dès qu'une jeune fille a sa première règle, elle Mhm. peut tomber enceinte, même si son corps n'est pas prêt pour une Ben, grossesse, évidemment, à clairement. 8 ans, là. Oui, puis mais dans un contexte où c'est criminaliser l'avortement, ça laisse peu de ressources. Donc, il y Ouais. en a qui vont essayer de se faire avorter illégalement, ce qui peut mettre à Avec des risque conséquences, ben oui. leur vie. Mhm. Mhm. Donc, oui. Leur niveau d'éducation, au niveau santé sexuelle et reproductive, c'est quand même relativement bas et influencé probablement aussi par la religion. Oui, puis ça va dépendre justement des familles aussi. Donc, c'est sûr, ça dépend. Mais il y en a qui n'en ont pas d'éducation sexuelle. OK. Puis j'ai eu des femmes qui sont venues me voir, puis c'était leur première fois où il y avait un espace comme ça pour parler qui était génial. C'était génial. Elles étaient contentes de pouvoir parler de ce sujet-là. Puis tu vois, il y a beaucoup de mouvements en ce moment, donc il y en a beaucoup qui le font. Il y a des ateliers, il y a beaucoup d'organisations locales qui, justement, promouvoient l'éducation sexuelle. Donc, c'est un mouvement qui, déjà, avant même que j'arrive, avait pris de l'ampleur, qui continue de prendre de l'ampleur. Donc, c'était vraiment génial de, moi, arriver et pouvoir participer à leur mouvement. Donc, c'est pas moi non plus qui est venue faire le mouvement. Je suis venue... T'as embarqué un peu dans le train, Je là. suis embarquée dans le train. Puis, ce qui était intéressant, c'est qu'un des ateliers que j'ai fait, ils ont fait des répliques. Et puis, quand j'ai demandé aux dames qui avaient fait l'atelier, elles m'ont dit elles étaient surprises de la rétroaction positive de leur atelier, parce qu'elles avaient vraiment des régions très rurales, où c'est très machiste, où... comme les stéréotypes, les femmes à la maison, les hommes au travail, oui. Donc, là-bas, il y a des régions où c'est encore très... les gens vont... Les femmes vont avoir leur rôle, les hommes, puis... on bouge pas de là. On bouge pas de là, mais il y avait eu cette ouverture. Ils ont adoré les ateliers. Donc, vraiment, il y avait du bon feedback. Puis, même les dames qui avaient fait l'atelier, elles étaient surprises de cette ouverture d'esprit-là en campagne. Donc, c'est pas nécessairement les gens, ils veulent pas en parler, ils sont contre. C'est peut-être... Et ce tabou-là, ils savent pas où en parler, avec qui. Par quoi commencer aussi, là. Exactement. J'imagine, bon, on parlait de grossesse non désirée. Il faut qu'ils constatent un peu le problème. Est-ce qu'on constate ce problème-là? Bon, autant biologiquement parlant, on en parlait pour la santé des jeunes filles, autant socialement, est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose à faire là, ou est-ce que c'est encore, ben, c'est comme ça que ça arrive, puis si ça arrive comme ça, ben, c'est pas grave? Il y a un grand mouvement qui dit que, justement, il faut que ça change. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui veut que ça change, mais non, parce que aussi, il y a les conséquences biologiques, mais aussi les conséquences économiques. Donc, une jeune fille enceinte doit lâcher l'école, ne peut pas travailler, donc ça perpétue les cycles de pauvreté aussi. Puis c'est souvent les jeunes filles plus dans les groupes marginalisés qui n'auront pas accès à l'avortement, parce que même si l'avortement est illégal, ça se peut que des gens plus riches peuvent aller aux États-Unis ou peuvent, tu sais, ils ont des ressources, tandis que les jeunes filles marginalisées, ils n'en ont pas. Donc, ça perpétue aussi le cycle de pauvreté. Donc, vraiment d'aller avec une éducation. Puis moi, la clé, la première clé, parce que quand je parlais aussi des identités de genre, qui est encore plus tabou. Oh oui! Là, on va dans le respect. Première chose, on dit c'est le respect. Puis, on parle de religion, mais c'est quoi une valeur de la religion? Le respect. Donc, c'est aussi aller avec leur discours. J'ai enseigné à des profs, puis là, il y avait un peu ce dialogue-là. Et j'ai dit, c'est quoi dans les deux cas, on veut du respect. Donc, on commence vraiment avec les valeurs de base. Oui, oui. Et on puis retourne là, à la base. on monte, puis là, on parle aussi qu'on a tous un peu comme nos propres opinions, puis ça va, mais tant qu'on est capable de vivre ensemble, tu sais. Ouais. Quand on revient après 1 an, est-ce qu'on a l'impression qu'on a changé quelque chose? Parce qu'on se dit, il y a tellement de... L'éducation populaire, c'est long, c'est fastidieux, il faut y aller petit à petit. Est-ce qu'on a l'impression qu'on a parti quelque chose ou qu'on a aidé à quelque chose? Comment est-ce qu'on a le sentiment du devoir accompli? Ben moi, c'est quelque chose que je voulais avoir en quittant. Oui. J'aime être concrète. Donc, j'ai créé des guides. J'avais créé 3 petits guides
sur les relations saines, le cycle reproductif féminin et puis les ITS et les méthodes de contraception. Donc, j'avais 3 petits guides et j'avais avec une organisation, ça a été imprimé. Donc, il y avait ça de concret. Et puis aussi les répliques. Donc, moi, j'avais enseigné à un groupe de jeunes et eux ont répliqué dans leurs écoles. Donc, j'ai quand même vu un peu les résultats de ce que j'ai créé et j'étais très contente. Et puis, à voir aussi comment que ça continue. Comme j'ai dit, j'ai suivi un train, donc il y avait déjà ce mouvement-là. Mais au moins, puis aussi, l'impact que j'ai eu sur les personnes. Moi, après mes ateliers, il y avait des gens qui venaient me voir, puis waouh, c'était la première fois que j'ai eu accès à un espace comme ça. Les gens m'aimaient bien, moi je les aimais bien aussi, donc j'ai quand même créé des liens avec les gens de la communauté, ce que j'ai trouvé que c'était très enrichissant, puis moi aussi j'ai vraiment beaucoup appris. Puis je pense que n'importe quelle personne qui veut être volontaire, qui veut faire un travail comme ça, c'est d'avoir, toi, qu'est-ce que tu veux faire, puis d'essayer de trouver les moyens de le faire justement, d'être proactif. Ben, c'est des gens comme toi que ça prend pour que le monde évolue. Et puis, on souhaite qu'il y en ait beaucoup d'autres. Merci beaucoup, Gabrielle Giraud, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous avez besoin de quelqu'un? Eh bien, la prochaine invitée représente un organisme qui a 50 ans cette année déjà. Et c'est Parents Secours. On en parle avec Mélanie Tremblay. Bonjour. Bonjour. Et comme je le disais d'emblée, ça fait 50 ans cette année, 1976. À l'époque, Parents Secours a été créé pour, bien sûr, les enfants, aider à ce que les enfants soient en sécurité si jamais il leur arrivait quelque chose. Aujourd'hui, ça a évolué beaucoup. Bon, avec la technologie, on le sait, tout le monde a à peu près un cellulaire dans nos poches. Mais il reste encore que ça peut être pratique de savoir qu'il y a des personnes qui sont refuges, je dirais, ou aidants pour nous aider si jamais, justement, le cellulaire peut être mort ou on peut avoir besoin d'attention particulière et que ces personnes-là sont disponibles. Juste à regarder l'affichette dans la fenêtre, on peut le savoir et on est quand même rassuré aussi. Exactement. C'est après 20 ans d'absence dans la région, malheureusement, en mars dernier, mars 2025, il est arrivé 2 incidents dans le secteur de Masson-Angers. Puis en à peine 24 heures, c'est 53 appels qui ont été faits à Parents Secours Québec pour ramener Parents Secours dans la région de Gatineau. Parce que je pensais, moi je le connais le signe, mais les jeunes... Est-ce qu'ils connaissent? Et c'est exactement ce qu'on se rend compte, c'est que si on prend la population, je vous dirais 35 ans en montant, ils ont un souvenir, ils le savent que ça existe, mais pour eux, ça s'adresse aux enfants. Oui. Ils ne savent pas que depuis 98, ça s'adresse aussi pour leurs grands-parents, exemple, pour les personnes aînées. Puis, c'est ça, c'est que les jeunes enfants, nous ne connaissent pas du tout. On a eu, je vous dirais qu'on était capable de se faufiler dans une école du secteur pour aller se présenter. Puis c'était de toute beauté voir la participation. On a voulu poursuivre. Malheureusement, là, on a un petit peu des bâtons dans les roues. Nous, on est bénévoles, on travaille avec cœur. On a toutes nos absences judiciaires reconnues par le service de police de Gatineau. Et là, ce qu'on nous dit dans chacune des écoles, c'est qu'il faudrait refaire un antécédent judiciaire pour chacune des écoles. Oh mon Dieu Seigneur, OK, fait que ça donne du fil à retordre, là. Exactement, puis nous, c'est parce que c'est de recruter des bénévoles pour ces journées-là qui se libèrent du travail pour venir nous assister. Puis ce qu'on essaie de faire comprendre aussi aux écoles, c'est on ne sera pas toute seule. L'enseignant doit rester et gérer sa classe. Nous, on vient parler du programme, de ce que ça existe, que, tu sais, le logo et je pense un des seuls qui n'a jamais changé en 50 ans. C'est vrai. C'est vrai. Chaque logo finit par s'améliorer, se peaufiner, mais Parents Secours est toujours resté fidèle à son image.
Puis, c'est vraiment notre mission pour Parents Secours Buckingham, Angers et Masson cette année pour 2026 je veux pas dire s'attaquer, mais de se présenter au ministère de l'Éducation, parler fort pour être reconnu puis pouvoir poursuivre notre mission dans toutes les écoles pour que tous les jeunes puissent connaître et avoir un sentiment de sécurité quand ils voient la pancarte Parents Secours. Parce que, bon, je le disais, c'est beau avoir un cellulaire, mais si, exemple donné, on se sent suivi. Aujourd'hui, on ne sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui est mal intentionné, et bien de se diriger vers une maison, ça peut souvent décourager et aider les gens à se sentir en sécurité. Parce que, bon, le cellulaire, le temps qu'on le prenne, parfois il peut être trop tard, mais se diriger vers une maison qui est Parents Secours, ben on sait que s'il y a quelqu'un là, ben il va nous aider. Exactement. Exactement. Et juste cette année, normalement, quand un nouveau comité est accrédité, Parents Secours Québec lui offre 25 affiches pour foyer refuge. Puis nous, il y a tellement eu un engouement qu'on a fait une demande pour 25 supplémentaires. Oh, wow! Et ça nous a été accordé. Et à ce jour, on a vraiment 25 affiches présentement qui sont en circulation. 3 demeures qui sont en attente parce que, comme je vous dis, nous, c'est toujours une première rencontre quand les gens nous écrivent qu'ils veulent être foyer refuge. On leur envoie un dépliant de ce que ça implique. S'ils répondent toujours positivement, on va les rencontrer. On s'assure qu'on a un premier sentiment de sécurité, tout d'abord. Ça, c'est la première étape. Oui, il faut faire comme on dit en anglais, un screening. Exactement. Puis ensuite, si tout va bien, là, on les fait remplir la documentation. C'est envoyé au service de police qui, eux, font leur enquête. Et ensuite, on a un retour que tout est beau. Ils ont leur absence judiciaire. Donc, on peut leur livrer la fiche. On se prend une petite note aussi parce qu'à chaque 3 ans, comme pour tout le monde, ils repassent l'antécédent judiciaire et le tout. À un moment donné, c'est de garder le fil sur les personnes. Exemple donné, bon, les personnes déménagent, oublient leur affiche ou compagnie. Donc, il faut avoir un suivi quand même assez serré des gens qui sont dans l'organisation, là. Oui, tout à fait. Comme tout organisme à but non lucratif, on est vraiment régi par un CA, fait qu'on a vraiment une présidente. Il y a moi à titre de secrétaire responsable des communications et relations publiques. On a une trésorière et on a même recueilli une 4e personne à titre d'administrative pour nous supporter dans tout ça. On est parti de rien, tu sais. On s'est fait une page Facebook, on s'est fait des adresses courriels, des logiciels, puis c'est ça. À chaque 3 mois, on appelle chacun de nos foyers refuge pour savoir, bon, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu as fait des interventions? Comment ça se passe? J'imagine que vous prenez des gens qui sont, même s'ils sont peut-être pas disponibles pendant le jour parce qu'ils travaillent, mais il y a des gens qui sont disponibles pour aider, là. En fait, exactement. Puis nous, ce qu'on rappelle toujours à nos foyers refuges, c'est que même si tu es présent, c'est vendredi soir, tu as envie de te couler un petit verre de vin, t'ouvrir une petite bière, tu reçois un couple d'amis, puis tu sens que tu n'auras pas, je pense, les capacités d'ouvrir la porte et d'apporter assistance, il n'y a aucun problème. Retire ta pancarte, puis tu la remettras demain matin. Tu sais, si tu es disponible 1 heure par semaine, ben ça sera 1 heure de sauver que pas du tout. Fait que jamais de bon temps, mauvais temps. On a des foyers refuges que c'est des gens qui sont, oui, à la retraite, donc l'affiche est là plus régulièrement. Puis on a exactement d'autres parents qui, eux, peuvent l'afficher seulement le week-end, d'autres en soirée. Puis nous, notre but, c'est qu'il y ait le plus d'affiches possible. On essaie que ça soit le plus diversifié entre Angers et Buckingham, un peu partout. C'est sûr que, tu sais, on prône, puis on est heureux quand un foyer nous aborde, puis qu'on voit qu'il est situé près d'une école ou d'un parc. C'est encore plus encourageant, ou près d'une résidence de personnes aînées semi-autonomes. Mais encore là, on a des foyers qui sont à 2-3 pâtés du parc, puis c'est bien correct aussi, parce qu'il faut penser aussi à nos adolescents, qui souvent, eux, sont plus gênés, qui ont honte, mais c'est souvent eux qui peuvent être suivis, intimidés par des gangs. Mais est-ce que c'est difficile d'aller conscientiser des gens, surtout des plus jeunes? J'imagine qu'avec des enfants, on se sent un peu plus interpellé quand on reçoit la documentation, qu'on en entend parler. Mais est-ce que c'est difficile? Tu sais, je vous dirais que c'est pas
temps difficile. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui étaient heureux de vouloir devenir foyer refuge. Très peu ont décliné l'offre. Je pense qu'on a peut-être 2 personnes qui, après les avoir rencontrées, c'est peut-être pas le meilleur moment, je vous garde en tête. Puis c'est tout à fait correct. On a de nombreux partenaires qui nous soutiennent parmi ça. Puis, l'école où on a fait notre visite, quand on recroise les enfants, ils se rappellent de notre visage. Samedi dernier, on a tenu une table au IGA sur la rue Georges, puis il y avait des enfants qui passaient. « Ah, je connais ça, cette pancarte-là. » Puis là, tu avais comme d'autres, justement, aînés, personnes, plus adultes, quarantaine, qui nous regardaient, puis on était comme, « Est-ce que vous connaissez? » Oh, oui, je connais ça. C'est revenu. Oui, c'est ça. C'est pas bon, ça. Exactement, là, c'est comme... Puis c'est ce qu'on veut ramener dans la communauté, là, ouais. Puis même, j'imagine qu'une personne, exemple donné comme moi, dans la mi-quarantaine, aurait besoin d'aide. Je pense pas qu'il y ait personne qui va dire non et puis qui va dire, non, tu n'es pas dans la tranche d'âge. Ça peut être utile à tout le monde. Exactement. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aucun foyer refuge est tenu non plus d'apporter les premiers soins. Surtout s'ils sont pas formés, qu'ils n'ont pas leur certification. Nous, tout ce qu'on demande, c'est assistance. Fait assistance, c'est tu ouvres la porte, la personne est en détresse ou elle peut plus ou moins te répondre. Tu fais le 911, eux vont venir chez toi, puis le reste suit son cours. Si la personne est capable de te répondre puis te demande d'appeler telle personne, parfait, tu l'appelles. Mais non, je pense pas que j'ai aucun foyer refuge à ce jour que si un homme sent une faiblesse ou si une femme a réussi à quitter son foyer parce qu'elle vit de la violence conjugale, qui va faire excuse, t'es pas un enfant, t'es pas un aîné. Non, merci. Non, c'est ça. Je pense que ça, c'est l'aspect humain aussi, mais... non, écoutez, puis, on est quand même fiers parce que depuis 1 an, ça va faire 1 an, seulement le 25 mars, c'est quand même d'autres comités, comme le comité de Tursault, qui a vu le jour, le comité de Val-des-Monts et de Tourette. Oh, vous avez quand même une influence sur la région. Exactement, puis on espère, c'est vaste l'Outaouais, fait qu'on espère avoir encore une influence pour plusieurs années et pour d'autres secteurs également. Merci beaucoup d'avoir repris ça en main et puis que les jeunes et les aînés et que tout le monde se sente en sécurité. Merci beaucoup, Mélanie Tremblay. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 24 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Mélanie Bigras-Tremblay de Parents Secours Buckingham-Masson-Angers, ainsi que Gabriel Giroux. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.